Eh bien, la première chose que j'aimerais discuter est notre conférence. J'en ai parlé abondamment avant l'événement, mettant en avant plusieurs de mes auteurs en tant qu'orateurs sur mon émission. Ils ont ensuite été invités en tant qu'invités, et bien que nous ayons eu d'excellents programmes pendant ces entretiens, le véritable point fort était la conférence elle-même. À la suite de sa conclusion, les participants nous ont approchés, exprimant que c'était la meilleure conférence à laquelle ils aient jamais assisté. Je mentionne cela non par ego, car nous n'avions aucune attente. C'était notre première conférence, et étonnamment, tout le monde a commenté sur son professionnalisme et son atmosphère merveilleuse. L'énergie, surtout autour de la cheminée, a été décrite comme magique. Même les vendeurs, assez incroyablement, ont admis qu'ils ne s'en souciaient pas s'ils ne faisaient pas de vente, car l'énergie globale de l'événement était si envoûtante et magnétique. Les gens ont vanté l'ensemble de l'hôtel et le groupe diversifié que nous avons rassemblé, le qualifiant comme l'une des expériences les plus spirituelles et magiques qu'ils aient rencontrées. Maintenant, ils continuent de le louer comme le meilleur, nous laissant se demander comment nous pouvons surpasser ce succès car il y a toujours place à l'amélioration. Bien que ce fût notre première conférence, j'en ai assisté à des centaines dans le monde entier et j'ai aidé d'autres à organiser des événements similaires. Tirant de mon expérience, j'ai également été impliqué dans la conférence sur les ovnis tenue annuellement, parlant en tant que maire depuis avril au cours des 19 dernières années. Ainsi, bien que ce fût une nouvelle entreprise pour nous, cela ne partait pas entièrement de zéro, ce qui peut être accablant. Nous connaissions les subtilités de l'organisation de telles rencontres. Gandhi, le petit-fils de Mahatma Gandhi, qui est également apparu dans mon émission le mois dernier. Il a partagé des perspectives sur sa relation avec son grand-père, racontant diverses expériences et leçons apprises. L'auditoire était vraiment captivé. De plus, un moment spécial s'est déroulé avec le fils d'Aaron Abraham, qui est à la retraite depuis de nombreuses années. Dans les années 70, surtout dans les années 80, il s'abstenait de se définir comme un voyant, bien qu'il ait maîtrisé l'art d'entrer dans des états de transe et de plonger dans les archives akashiques, tout comme Agri Kazay. Son succès dans cette entreprise l'a amené à réaliser des séances pour des individus du monde entier, le rendant très recherché. Au cours de sa carrière, il a réalisé plus de 8000 lectures, explorant les archives akashiques pour révéler des détails sur les vies antérieures des gens et comment ces expériences influençaient leur présent. Finalement, après avoir consacré beaucoup de temps à cette pratique, il a décidé de prendre sa retraite. Dans les années 80 et au début des années 90, il s'est également engagé dans la production du rapport Abrahamson, axé particulièrement sur les changements terrestres, une période que beaucoup se souviennent peut-être encore. Il y a plusieurs années, environ 3, il a été victime d'une attaque cérébrale, entraînant une perte totale de la parole. C'était un revers décourageant pour lui, car il pensait que tout était maintenant terminé. Cependant, sa femme dévouée, Doris, a joué un rôle crucial dans sa récupération. Mariée depuis 56 ans, elle l'a accompagné à la conférence, où nous avons eu le plaisir de la rencontrer. Malgré les défis, elle l'a aidé à retrouver sa capacité à parler, lui enseignant essentiellement l'anglais à nouveau. Il a comparé cette expérience à celle de son arrivée aux États-Unis en provenance de Norvège en tant que jeune homme et à son apprentissage de la langue. Lorsque nous l'avons invité à la conférence, étant donné que j'avais publié son livre, il n'avait pas pris la parole en public ni fait d'apparition depuis plusieurs années. Malgré ses inquiétudes concernant son discours et la compréhension des gens, il exprimait le manque de l'interaction avec le public, des discussions et des conférences qui étaient autrefois une partie importante de sa vie. Pour accommoder ses appréhensions, nous avons convenu de laisser Doris le rejoindre sur scène. Lorsque j'ai fait l'annonce, il a rassuré tout le monde, partageant son parcours de récupération après une attaque cérébrale et demandant seulement leur patience pendant qu'il donnait sa conférence. C'était une expérience remarquable car le public a montré une grande compréhension, et il a donné une conférence merveilleuse. Étonnamment, il ne semblait pas vaciller beaucoup du tout, et c'était vraiment plaisant. Tout au long de la conférence, nous l'avons vu s'épanouir et changer, comme s'il reprenait vie.
Plus tard, il a exprimé sa gratitude en disant « Vous m'avez sauvé la vie. Je ne voulais vraiment pas continuer, je pensais que ma vie était finie. Je ne pourrais plus jamais donner de conférences ni faire les choses que je voulais faire. » Il était profondément découragé, mais il a mentionné que venir à la conférence et participer à cette expérience avait réveillé des aspects dormants qu'il pensait depuis longtemps disparus. Maintenant, tout revenait, et on pouvait voir la lumière revenir dans ses yeux alors qu'il s'épanouissait vraiment et reprenait vie. Il n'était pas le même homme qui était parti, comparé à celui qui était entré. Sa femme était presque émue aux larmes, exprimant « Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour lui. Vous lui avez redonné sa vie. La prière n'est pas terminée. Pourquoi d'autres apprendraient-ils à parler de nouveau? Il a dû passer par un grand test, affronter quelque chose. On dit toujours qu'il faut passer par le test du feu. Nous le faisons tous. Chacun de nous a eu quelque chose de difficile à affronter. Je me suis demandé pourquoi il devait endurer un test aussi difficile et réussir à réapprendre à parler. Cela laisse entendre que sa carrière n'est pas terminée, il a une vie devant lui, et qui sait où cela le mènera. Peut-être qu'il réintégrera le domaine des phénomènes psychiques auxquels il a consacré sa vie. C'était une autre expérience merveilleuse qui s'est produite là-bas. Comme je l'ai mentionné, toute la conférence était magique, et ceux qui y ont assisté pouvaient le ressentir. C'était très réel et très bien. Ensuite, nous avons eu le père Pat McNamara, qui était également l'un de mes invités le mois dernier. Il a été prêtre catholique pendant 18 ans et a parlé de sa vie après avoir quitté l'Église, mettant en avant la connexion entre l'Église catholique et la spiritualité et la métaphysique. Sa présentation a ému les gens aux larmes car elle était si belle. Un aspect que j'ai apprécié était son exploration de l'histoire de l'Église, où il a affirmé que très peu de gens, en particulier les catholiques ordinaires, sont conscients que l'Église croyait autrefois en la réincarnation. Ils croyaient en toutes ces choses, c'était partie intégrante de leurs enseignements. Comme je l'ai déjà mentionné, la réincarnation servait de fondement au système de croyance de chaque religion dans le monde entier. Ce n'est que plus tard que bon nombre de ces croyances ont été modifiées. Il s'est plongé dans l'histoire de la manière dont l'Église catholique a initialement embrassé la réincarnation à ses débuts, vers le IIIe siècle, spécifiquement lors de la compilation de la Bible. C'est à ce moment-là que ces enseignements ont été exclus de la version finale de la Bible. J'en avais déjà parlé, mais l'entendre d'un ancien prêtre donne du poids à l'argument. Les gens ont tendance à le croire car ils savent qu'il ne mentirait pas à ce sujet. Il a parlé avec passion du retour à l'essence originale de la religion, reprenant les bases qui ont été éclipsées par la dogmatique et la théologie tout au long de l'histoire. L'Église doit revenir à ses fondamentaux, que Jésus avait initialement l'intention de transmettre, un message enraciné dans l'amour. C'était une expérience merveilleuse de l'entendre parler de ces aspects, partageant des idées sur sa vie et le moment où il a décidé de quitter l'Église pour finalement se marier. Le public a été ému aux larmes lors de certains passages particulièrement beaux de son récit. Encore une fois, c'était une expérience remarquable rassemblant toutes ces perspectives diverses. Ensuite, nous avons eu le docteur Oté Bonnet, médecin depuis 44 ans, avec 3 de ses livres publiés par nous. À l'âge de 81 ans, il semble se lancer dans une toute nouvelle carrière. Dans ses livres, il mentionne ne jamais tomber malade, tout comme moi. Il n'a pas connu de maladie depuis de nombreuses années car il a découvert la capacité de l'esprit à guérir le corps. C'est ce qu'il visait à introduire dans le domaine médical au cours de sa carrière, malgré une forte opposition d'autres médecins sceptiques. Néanmoins, en tant que médecin très respecté, il a même dirigé un hôpital entier à un moment donné. Nous avons publié 3 de ses livres, et il a parlé pendant 2 jours consécutifs, couvrant les 2 sujets. Le livre qu'il a rédigé s'intitule « Réincarnation, le regard de l'éternité ». Il a discuté de la manière dont il a utilisé l'hypnose, une pratique qu'il utilisait depuis 50 ans, même avant mes 40 ans d'expérience. Son objectif était d'établir des liens entre les maladies actuelles des personnes et leur vie passée.
Dans les situations où les circonstances actuelles ne pouvaient pas fournir de réponse, il utilisait l'hypnose pour explorer les vies antérieures et identifier les liens avec leurs problèmes de santé actuels. Cette approche a permis d'éviter des chirurgies inutiles, rejoignant mes propres efforts pour intervenir avant les procédures chirurgicales, dans le but d'identifier la cause profonde des maux. Cependant, l'utilisation de l'hypnose était une opération clandestine car la profession médicale désapprouve de telles pratiques. Une fois que ces méthodes non conventionnelles sont devenues connues, il a dû cesser les séances d'hypnose ou les mener discrètement au domicile de la personne. Réincarnation, le regard de l'éternité, explore ces perspectives tirées de ces expériences. 2 autres livres ont été publiés, l'un coïncidant avec la semaine de la conférence. Les titres sont « Ce que j'ai appris après l'école de médecine » et « Pourquoi la guérison se produit ». Dans ce dernier, il a exploré divers cas et est arrivé à la conclusion que les individus peuvent se rendre malades pour diverses raisons. J'ai rencontré des conclusions similaires dans mon travail, le pouvoir de l'esprit à la fois d'induire et de guérir la maladie. Comprendre pourquoi on a manifesté la maladie en premier lieu est crucial pour l'auto-guérison. Les gens créent souvent des affections pour des raisons spécifiques, et une fois que ces raisons sont identifiées, l'influence redoutable de l'esprit peut être exploitée pour la récupération. Dans « Pourquoi la guérison se produit », il a discuté de cas où l'alimentation jouait un rôle significatif. Malgré la réticence de la profession médicale à embrasser de tels termes, il attribuait une partie considérable des problèmes de santé aux habitudes alimentaires. En enquêtant sur les choix alimentaires des gens, il résolvait avec succès de nombreux problèmes en mettant en œuvre des changements alimentaires. Il existe des choses simples que les professionnels de la médecine et les médecins ordinaires négligent souvent. Ils préfèrent souvent des tests approfondis, cherchant des problèmes compliqués alors que, dans de nombreux cas, le problème pourrait être assez simple. Lorsque ces facteurs simples sont négligés, la situation a tendance à s'aggraver avec le temps. Dans ses livres et ses discours, il illustrait comment les individus contribuent involontairement à leur propre maladie. J'ai eu des gens partager des sentiments similaires, se demandant « Que voulez-vous dire ? Je ne veux pas être malade. Je ne me suis pas rendu malade. » Cependant, lorsque nous creusons dans les bases, nous réalisons que, pour diverses raisons, nous contribuons peut-être inconsciemment à nos propres maladies. Comprendre ces raisons est crucial. Pourquoi nous nous rendons malades ? Quel est le but d'avoir cette expérience ? La vie est pleine de leçons, que ce soit un test ou une expérience à traverser. Quoi qu'il en soit, nous devons découvrir pourquoi nous nous sommes donné une maladie ou une maladie particulière. Une fois que nous comprenons cela, nous réalisons que nous avons le pouvoir de nous guérir. Dr. Otte a tenté de faire comprendre à ses clients que le corps est vivant et que chaque cellule à l'intérieur possède une conscience, une perspective souvent négligée. Toutes les cellules sont des entités vivantes avec leur propre conscience, et nous pouvons communiquer avec elles. Nous pouvons transmettre nos désirs pour un corps en bonne santé, fonctionnant en équilibre et en harmonie complète, et le corps obéira, faisant tout ce que nous lui ordonnons de faire. Si nous désirons la maladie, il obéira, car il se sent obligé d'obéir aux signaux de la conscience du corps. En reconnaissant la conscience en chaque cellule, nous pouvons réaliser une guérison incroyable pour nos corps. Le docteur Otte encourageait les gens à communiquer consciemment avec différentes cellules et parties du corps, en se concentrant sur la zone qui nécessite une attention. Bien que nos approches diffèrent, la mienne impliquant l'hypnose où le subconscient parle aux individus, la sienne se concentrant sur une communication consciente délibérée, nous parvenons tous deux à la même conclusion par des chemins différents. Maintenant, il y a une manière spéciale d'aborder cela, et il a fourni de nombreux exemples de patients qui trouvaient cela ridicule au début, mais son approche s'est révélée efficace. Pourquoi ne pas au moins essayer ? Il instruisait les individus de parler à cette partie spécifique de leur corps et leur conseillait d'utiliser le mot « nous ». Nous allons mieux. Nous vivons un corps sain. L'inconfort s'en va. L'idée est de parler comme en coopération avec les cellules du corps,
affirmant que le corps est en bonne santé et qu'il se sente mieux. De cette manière, cette partie écoutera et comprendra que le message provient d'une autorité supérieure. Si vous parlez à cette partie du corps et transmettez vos désirs en utilisant le pluriel « nous », cela crée un sentiment de collaboration. Initialement, certains patients le trouvaient ridicule, et lorsqu'ils ne suivaient pas, ils revenaient sans amélioration, voire en s'aggravant. Le docteur Oté demandait s'ils avaient fait ce qu'il avait suggéré. Souvent, ils admettaient avoir négligé la pratique, attribuant leur manque d'amélioration à d'autres facteurs tels que leur alimentation. Lorsqu'on leur demandait s'ils parlaient à leur corps et à leurs cellules, ils trouvaient cela ridicule au début mais constataient une amélioration significative lorsqu'ils commençaient à le faire. Le corps répondait positivement, en utilisant le terme « nous », et ils ressentaient moins de douleur, d'inconfort, voire un processus de guérison merveilleux. Le docteur Oté appelait ce processus de guérison le « petit armée » dans le corps, le système de défense réparant les dommages et identifiant les éléments indésirables. Reconnaître et apprécier ce processus, parler positivement à cette partie du corps et exprimer de la gratitude pour son rôle dans le maintien de la santé peut être bénéfique. Essayez ces méthodes suggérées par le docteur Oté ne fait pas de mal et peut même vous inspirer à inventer vos propres façons de communiquer avec votre corps. Ce sont là quelques-unes des notions discutées par le docteur Oté. Il se présente comme un homme aux cheveux gris avec une barbe, ressemblant au médecin de campagne typique. Ses livres incluent Réincarnation, Le regard de l'éternité, Ce que j'ai appris après l'école de médecine, Pourquoi la guérison se produit. Nous avons publié 3 de ces livres. Une autre addition à la conférence était Christine Ramos, qui s'est jointe à la dernière minute après la publication de son livre par nous. Il est sorti la même semaine que la conférence, et nous avons signé un contrat avec elle, mettant tout en œuvre pour nous assurer que son livre, ainsi que celui du docteur Oté, étaient disponibles à la vente pendant la conférence. Les 2 livres sont sortis la semaine de la conférence, ajoutant à l'excitation de l'événement. Christine Ramos, infirmière enregistrée avec une vaste expérience dans l'unité obstétricale, était également une invitée de mon émission le mois dernier. Au cours de ses 10 à 15 années en tant qu'infirmière obstétricale, elle a contesté l'establishment médical. Pendant la conférence, j'ai fait une déclaration qui m'est venue spontanément. J'ai remarqué, vous savez, la plupart de nos intervenants sont des rebelles. Ce sont ceux qui essaient de changer le statu quo, encourageant les gens à penser par eux-mêmes, refusant d'accepter la façon dont les choses ont été éternellement. Ces individus essaient de faire une différence. Donc, ce sont des rebelles, le prêtre, le médecin, et maintenant Christine. L'accent de Christine est mis sur l'esprit du bébé dans le monde obstétrique, le bébé qui est sur le point de naître. Son livre, A Journey Within, A Journey into Being, explore la communication avec votre enfant en tant qu'esprit avant sa naissance et la compréhension de celui-ci en tant qu'esprit. Contrairement à la perception commune dans la profession médicale, qui voit le bébé comme un être informe, malléable, sans antécédent ni mémoire, Christine encourage à voir le bébé comme une vieille âme venant dans un corps de nourrisson. Elle souligne que l'esprit du bébé, tout comme nous tous, a vécu de nombreuses vies et prend des décisions concernant les parents, l'environnement, la culture et la race pour mettre en place les conditions de sa prochaine vie. L'esprit communique à un niveau différent avec les parents, souvent à travers les rêves. Christine a partagé des exemples, y compris des cas de sa propre vie, où les rêves prédisaient l'arrivée d'un bébé, et l'enfant un être communiquait avec eux, exprimant sa décision de faire ce voyage. Il y avait des cas où des femmes ne pensaient pas pouvoir être enceintes, mais elles faisaient des rêves à propos de ces bébés qui naissaient finalement. L'esprit choisit les parents et l'environnement, possédant plus de connaissances que nous ne le créditons souvent. Cependant, en entrant dans le corps, la mémoire est effacée, et l'esprit arrive avec des hier, voilé du savoir passé. À la mort, le voile est levé, et toutes les vérités et connaissances sont à nouveau révélées. Dans mon propre travail, je me suis demandé un jour si la vie serait plus facile si nous savions pourquoi nous venions, les connexions avec les vies passées et les accords que nous avions conclus.
Cependant, on m'a dit que ce ne serait pas un test si nous connaissions les réponses. La vie, essentiellement une école, est remplie de leçons, et on ne peut pas passer à la leçon suivante sans réussir la note actuelle. Ce sont les tests et les leçons que nous devons naviguer.